Alors, moi je m'appelle Anna Gianferrari. J'ai décidé de vous présenter mon parcours de façon complètement chronologique. Je me suis dit que ça pouvait être joyeux à vous partager comme vous êtes en études. Du coup, moi je suis née à Émoutier, donc c'est à 45 minutes d'ici, je suis vraiment du coin. Et j'ai fait un bac STI art appliqué à La Souterraine, à 20 minutes d'ici. Et donc j'ai commencé par les arts appliqués, après j'ai fait un diplôme des métiers d'art du métal à Olivier de Serres, qui est une des 4 écoles de Paris, où du coup on apprend principalement la mise en forme de métaux en feuilles, mais j'ai aussi beaucoup travaillé le chalumeau et tout ça. Il me semble qu'il y a des étudiants qui en sortent, qui sont aussi dans l'école. Pour ce diplôme, j'ai commencé à fabriquer des masques, toujours en alliant avec du textile. Vous en avez un exemple ici, c'était des objets qui étaient, que je travaillais vraiment de façon sculpturale et qui après étaient exposés sur socle. C'était vraiment pas satisfaisant pour moi, mais c'était ce que j'étais apte à faire à ce moment-là. Je commençais à travailler aussi un petit peu de la poésie autour, donc je faisais des lectures pendant qu'on faisait, pendant la visite de l'exposition. Donc c'était ce genre d'objet, donc il y a un travail du métal plutôt en soudure ici, avec souvent des histoires de famille, de duos, de masques qui se répondent. Voilà, et à la fin de ce... Donc là on est en 2012, il y a un peu plus de 10 ans, et j'ai eu une bourse à la fin de ce diplôme pour partir faire un stage à l'étranger. Je suis allée à Barcelone où j'ai travaillé dans un atelier de céramique, où j'ai continué le même travail en alliant céramique et textile. Donc toujours donc le métal et la céramique étaient 2 matériaux qui me permettaient de donner de la structure et après de venir orner du textile. Donc c'est rigolo parce que c'est 2 matières qui sont dans un travail avec le feu, la fusion et la dureté, et que du coup je venais toujours, je préparais déjà dans la matière toujours des ajouts pour la couture et je venais les travailler ensuite. C'est genre de petits binômes. Voilà, je crois qu'il y en a un autre un peu plus haut. Voilà. Et ça alliait aussi déjà avec des matières végétales et animales, comme des bois de serre ici. Après cette formation, je suis retournée à Saint-Denis, à Paris, pour rejoindre un collectif qui s'appelle La Briche, qui est principalement occupé par des anciens étudiants des 4 grosses écoles de Paris et beaucoup des DMA Olivier de Serres. J'y ai installé un atelier de céramique et c'est un lieu où c'est beaucoup de gens qui travaillent pour le spectacle vivant, soit en décor, soit en marionnette. Donc beaucoup sont plutôt intermittents du spectacle ou designers. Ils ont une pratique du coup individuelle dans leurs ateliers, c'est rassemblé en pôles par technique un petit peu. Il y a une maison autour du textile, une maison autour de l'édition, un hangar autour du métal, etc. Et ils font quelque chose en commun qui s'appelle la Briche foraine, qui est un peu la raison pour laquelle j'ai rejoint ce collectif, qui est une grosse fête qu'ils faisaient tous les ans avec plein de jeux forains et beaucoup d'humour et de folie que ce groupe d'une 50aine de personnes pouvait générer. Donc là, il y avait vraiment, ça permettait vraiment d'éprouver ce que le groupe est capable de mettre en œuvre quand il veut bien. Voilà, je vous le montrerai rapidement parce que si vous avez envie de vous y promener, je vous laisserai aller sur leur site internet. Voilà, en tout cas c'était très joyeux, mais en étant là-bas, j'ai commencé à devenir maman, ce qui m'a motivée à revenir plutôt ici, à quitter la ville, et ce qui a ensuite donné lieu à une pause de 2-3 ans dans ma vie à être occupée à autre chose, comme vous vous en doutez. Mais à l'issue de ça, moi j'étais toujours pas vraiment satisfaite en fait de comment montrer ma pratique. Donc j'étais là avec mes masques, mes envies de spectacle. J'avais découvert la Briche foraine où du coup il y a vraiment cet enjeu festif aussi. Et donc après avoir eu ma fille, j'ai voulu reprendre des études pour me redonner le temps en fait de chercher quoi. Et me voilà arrivée à l'ENSA Limoges. Et j'y ai pendant 2 ans, donc je suis rentrée en équivalence en 2e année. Et j'y ai plutôt fait des pièces textiles,
des accrochages de ce type-là. Donc ça, c'est des pièces de mon DNA. Il y avait encore le masque, mais ça jouait aussi vraiment sur des compositions qui étaient ambiguës entre ce qui était de l'ordre de l'installation et de ce qui était de l'ordre du porté. Il y avait des personnes qui portaient certains masques, qui étaient positionnés dans l'espace et qui accueillaient les visiteurs, mais ça mélangeait vraiment quelque chose de statique, c'était pas du tout performatif, vivant, c'était plutôt de l'ordre de l'installation, mais avec des corps. C'est comme ça que je le regarde encore maintenant. Voilà, du coup avec un travail autour de la broderie beaucoup, et de la peinture. Donc, là vous avez encore une pièce de mon DMA métal. C'était une installation vraiment autour de la suspension. Tout mon projet d'accrochage, tout était dans de très légers mouvements. C'était même les corps, ils bougeaient, mais pas vraiment. Ça faisait un peu une ambiance très décalée. Voilà. Et j'ai choisi après de faire une année de césure avant de commencer le second cycle. Ce qui a été vraiment très bienvenu parce que j'avais envie de mettre en pratique un peu, de me frotter un peu en fait à l'environnement de l'extérieur et confronter mes souhaits que j'arrivais pas vraiment à mettre en place au niveau de la performance et du spectacle vivant et de mettre vraiment en mouvement ces costumes que je fabriquais et tout ça. Et il y avait ce projet aussi de mémoire dont j'avais vraiment envie de me saisir comme un soutien à développer ma création. Je vais vous lire une toute petite introduction qui est mon mémoire et vous raconter ensuite ce que j'ai fait du coup pendant cette année de césure. La célébration m'apparaît comme une oasis pouvant encore échapper à la justification et à la compréhension. Elle permet des espaces où expérience, créativité, générosité et dons sont à l'honneur. Si célébrer est une façon d'interagir, d'être en lien avec toute forme de vie en échappant à toute fin utile, alors les célébrations sont aussi subversives et nécessaires à la circulation d'une essence vitale. Quelle expérience corporelle, esthétique et spirituelle recherchons-nous en accomplissant les actes de la célébration? Quelle est la trajectoire que représente l'expérience menant à l'acte d'une célébration? Comment se manifeste ce qui donne lieu à une efficiente transformation des individus, du groupe et des milieux? Comment ces pratiques disparaissent, évoluent, se transforment ou subsistent dans des contextes multiculturels? Par quelle nécessité vient-on donner forme et visibilité, seul ou collectivement, à des points culminants de notre trajectoire de vie? En considérant que le rituel est une façon de rendre visible l'intangible, notre créativité y est rendue au sensible comme des cris rappelant la diversité des manières d'être vivant. Donc ça, c'était un peu mon point de départ de ma recherche de mémoire. Et j'ai donc travaillé avec en fait, j'ai eu une résidence en fait, pendant ce temps de césure qui s'est passée dans mon village où j'habite, à Faux-la-Montagne, où il y a un centre social qui s'appelle le Constance Social Club, qui organise depuis déjà presque 10 ans un carnaval qu'on appelle Carnaval Sauvage, qui se passe au moment de l'automne. Et ma résidence, du coup, s'est inscrite entre deux carnavals, que j'ai pris comme 2 points culminants aussi pour être support de ma recherche, où moi j'ai proposé pendant ces durant toute cette période, entre ces 2 événements, différentes pratiques qui se sont organisées autour d'un calendrier lunaire. Donc toutes les actions que je faisais étaient, étaient organisées autour de ce calendrier-là, et du coup, aux pleines lunes, je proposais des soirées où on se retrouvait dans un lieu où les personnes étaient invitées à venir partager des pratiques créatives qu'elles avaient de façon complètement amateuriste chez eux. Et on leur proposait un temps aussi autour de le repas était un élément clé de la soirée. On va revenir loin là-dedans. Ça a donné lieu après à plein d'autres choses, mais on va revenir au début de ces banquets-là, qui étaient des installations en général sur une plaque de verre, avec différentes expériences culinaires, des fois très végétales comme vous pouvez le voir là. Après, il n'y a pas les photos de tout là, mais on a aussi fait des grands corps en croûte de sel avec de la nourriture à l'intérieur qu'on a cuit dans des grands fours à pain,
Du coup, à chaque soirée, ça prenait vraiment de la place. C'est devenu en fait central parce que je pense qu'aussi mes propositions de partage de pratiques amateuristes étaient plus fragiles et plus dures à mener parce qu'elles mettaient aussi les personnes en jeu. Donc ça a été pour moi une vraie problématique de comprendre comment inviter des personnes à un événement et qu'ils n'en soient pas uniquement publics. On a vu comment il y a eu un engouement pour les repas parce qu'en fait les gens juste venaient manger et ça c'est sûr, ça rassemble. On n'a pas voulu en faire un échec, je dis on, parce que à ce moment-là, je commençais à travailler avec Dorian Albert, avec qui j'ai créé après un collectif, mais je vais vous raconter ensuite. Donc on a vu que ça rassemblait et on a plutôt voulu pas se mettre en confrontation avec le fait qu'on était en difficulté sur le fait de mener ces temps de partage de pratiques artistiques, mais plutôt de foncer dans ces histoires de repas. Et donc ça c'était les pleines lunes, et aux lunes noires j'accueillais des groupes dans mon atelier qui est aussi basé dans ce même village où on fabriquait des costumes, et du coup l'idée c'était de se retrouver régulièrement et que les costumes soient pas faits 3 jours avant le carnaval pour faire quelque chose, mais en tout cas que ce soit un travail un peu au long cours, que les gens se voient, se revoient, et pour moi c'était du coup des occasions d'échanger sur quel était pour eux leur rapport à ce carnaval, quels impacts ça avait, à quel point c'était un rendez-vous annuel. Voilà, donc j'ai fait ça pendant toute cette année, ce qui m'a permis de revenir à l'école avec plein d'envie et une énergie aussi déjà un peu sortie de l'école, avec déjà des projets en cours qui m'occupaient par ailleurs, mais qui du coup me motivaient encore plus à travailler à l'école et à le prendre comme un espace d'exploration. Du coup, cette résidence a donné lieu à Feu, qui est du coup composée de moi et de Dorian Albert, qui est une personne qui a plutôt une trajectoire en naturopathie et en cuisine. Voilà, et qui depuis est aussi, se dit aussi artiste depuis, même si je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Donc Feu, four, flamme, fulgurance, miette, fêter ce qui nous chante, déguster ce qui nous touche, se rassembler quand c'est nécessaire, avec panache et apparat. En mangeant, on traverse les corps, en taillant des fleurs de radis, on se raconte des histoires, c'est déjà ça de commun. Donc nous, on s'est un peu attrapé cette histoire des célébrations, comment recréer du commun dans des contexte multiculturel où on n'a plus en tout cas de gestes symboliques et tout ça qui vont nous toucher et d'histoires à se raconter vraiment ensemble, mais en tout cas on avait envie de continuer d'accompagner des transitions qui ne sont pas forcément uniquement le mariage, la naissance et la mort, même si c'est les principales sur lesquelles on donne encore beaucoup d'énergie. Mais on avait envie on continue parce que c'est vraiment pas trouvé encore, mais de chercher autour de ça, quoi, de comment être des artistes qui accompagnent ça, en tout cas, et c'est aussi toute la réflexion sur le système économique autour de ça, à commencer par un service comme les pompes funèbres, qui sont un peu nos repères, en fait, par rapport aux cérémonies. Voilà, du coup, on a participé à des fêtes qui étaient des événements un peu repères pour des personnes. On a fait un feu de la Saint-Jean, on a fait, par exemple, ce banquet à partir d'un ouvrage qui s'appelle Le Diable sucré, de Christine Armango, qui a fait vraiment un super collectage autour des pratiques de pâtisserie et de boulangerie dans les fêtes et les traditions. Donc, du coup, on a expérimenté autour de ça. On a aussi travaillé avec... donc là, ça a été la première fois où on a fait quelque chose d'un peu plus performatif, enfin, en tout cas où nous, on était aussi engagés un peu physiquement. On a travaillé avec Quartier Rouge, qui est une association à Felletin, qui nous a invités pour les journées du patrimoine VS Patrimoine pour cette année-là. Et on a travaillé sur la théorie de la fiction panier, qui est un texte que je vous recommande fortement, de l'écrivaine Ursula K. Le Guin. Donc, du coup, on a fait une lecture de ce texte, on a rompu cette énorme courgette et on a mangé un gros banquet. Donc, c'est un texte qui parle essentiellement de plein de choses, mais autour de métaphores des contenants. Et du coup, tous les contenants étaient aussi comestibles ou à fabriquer en direct.
Voilà, Dorian. Je vais revenir rapidement sur les banquets de pleine lune. Du coup, on a continué l'expérience sur la deuxième phase de la résidence. Du coup, on a abandonné, comme je vous le disais, les histoires de plus participatif pour vraiment aller jusqu'à proposer une expérience plus globale uniquement autour du banquet avec du coup vraiment plusieurs gestes et toute une soirée qui se jouait autour de ça. Donc là, il y a des événements en fait. Là, il y a un camembert qui est en train de fondre en dessous avec le feu. Toute l'installation se déconstruit au fur et à mesure de la soirée et que le repas est mangé. On a beaucoup travaillé autour du feu comme on se nomme, faire fumer en direct. On a beaucoup travaillé aussi avec des pièces enterrées. Là, on a travaillé avec Alexandre Chanoine, qui est un artiste plutôt sonore, qui fait des performances autour des pierres. Et qui, du coup, à la fin de l'installation, toutes les pièces de verre ont été déchues au sol une fois le repas mangé. Et du coup, il y avait ces pièces, en fait, qui étaient la structure de l'installation. Et il a joué, du coup, à l'intérieur, en récupérant ces pièces. Et il y a eu un événement ensuite qui était allé déterrer encore un deuxième banquet, presque, qui était caché devant la grange où on a fait cette installation. Donc ça, c'est le tout dernier banquet de cette série. On a choisi cette histoire de pleine lune parce que c'était un peu notre tronc commun. On s'est dit que c'était pas une histoire de religion ni de croyance. C'est ce que tous les humains peuvent vivre à peu près au même moment encore. Et on a, comme ce carnaval sauvage, du coup, qui était la structure de cette résidence, désolée, j'ai fait un petit peu des allers-retours entre plusieurs trucs, mais je reviens sur la résidence qui était entre les deux carnavals, qui se trouve aussi, du coup, en même temps que la fête des morts. C'est en général vers le 29-30 octobre, et du coup, la fête des morts s'enchaîne par chez nous, et qu'on appelle aussi la Samaine, parce qu'il y a tout un événement dans mon village autour de la fête des morts. Et du coup, tous ces banquets qu'on a fait à chaque pleine lune, quand on a décidé, du coup, de les aborder. Pour nous, en fait, notre fil directeur, c'était d'explorer les pratiques funéraires, rituelles qui se font un peu dans le monde. Du coup, on a travaillé autour des offrandes, des masques mortuaires, et on a invité des personnes aussi qui s'intéressaient à ce sujet pour que toutes les conversations et ce qui se passe autour du banquet ne soient pas des conversations de comptoir et qu'on essaye de partager ensemble autour de ces pratiques pour se nourrir tout en vivant une expérience ensemble à ce sujet. On a fait plusieurs de ces banquets de pleine lune autour du lac de Faux-la-Montagne, en faisant des parcours comme ça avec des étapes où parfois les gens étaient invités à raconter une anecdote autour de pratiques funéraires, ou à trinquer ici à trinquer en hommage à un mort. Après, on a offert nos restes au lac sur des petits radeaux. On a travaillé autour des objets offrandes avec des boîtes comestibles, comme vous pouvez le voir. Touk, touk, touk. Et on s'est aussi penché sur le fait d'accompagner des moments de vie du coup de personnes, du coup moins des concepts ou moins des événements collectifs, mais aussi on a été sollicité pour le deuil d'une personne, Nico, qui était décédée à ce moment-là, et c'était assez beau parce que ils ont voulu faire un événement aux 40 jours après son décès, qui est pour plein de cultures un élément un peu phare de la libération de l'âme, et ça tombait un jour de pleine lune, donc on a foncé. Et on a fait ce banquet qu'on a du coup co-construit avec ses proches. Il y a un banquet qui a été fait avec des objets, une part du repas qui était offert à Nico. On a composé autour de ce feu le repas qu'on a ensuite mangé tous ensemble, et on a brûlé tous les restes. Hop. Voilà, ça c'est encore autre chose, je ne vais pas vous en parler. En même temps que je n'ai pas encore passé mon DENSEP à ce moment-là, mais en même temps, avec Clara Salomon, qui est technicienne à l'école, on a fondé le laboratoire d'art textile, qui est un regroupement d'artistes, chercheuses, artisanes autour des questions du textile, avec une
une envie de partager tant sur des savoirs théoriques que pratiques. Ça regroupe un réseau des différentes villes où on a vécu chacune. On doit être une cinquantaine un peu à tourner autour. On a pendant 2 ans et demi proposé un événement qu'on appelait les rencontres, qui se veut être un peu une continuité de l'école pour nous et d'être dans une dynamique de recherche ensemble et de réseau aussi. On a organisé du coup 2 rencontres à La Métif, qui est un lieu de résidence à Moutier-d'Ain en Creuse, qui regroupait une vingtaine d'artistes et chercheuses et artisanes, où l'objectif était de tous les matins, en tout cas tout le monde devait à un moment faire une proposition au groupe de transmission, et l'après-midi on faisait plutôt des ateliers pratiques. Depuis, l'association a un peu évolué, on a décidé de travailler plus en groupe de recherche plus précis. Moi j'ai fondé un groupe de recherche sur le textile et le rituel, et un groupe plus architecture, artisanat, et on a commencé un travail qui va être au long cours autour de la revalorisation de la laine, qui est un patrimoine local assez pertinent. Du coup, on a fait une première résidence cet été avec Aela Cabel, qui était aussi étudiante il y a encore pas longtemps, 2 ans je crois, ici, 1 an, je sais pas. Et Rémi Mario, Clara et moi, on a fait une première résidence à la ferme de Lachaud, qui est une ferme à côté de chez moi d'éleveurs, où on a travaillé à partir de la laine directement sortie de la tonte. Donc voilà, on est en début d'un projet, et là on a été subventionné par Astre autour de ce projet-là, donc ça va continuer cette année. Il y a tout un travail autour de la teinture végétale qui est plutôt proposé par Aela et Clara. Moi j'ai une pratique du feutre depuis longtemps. J'ai notamment été formée par Wiebke Hohmann, qui est une des artistes de La Briche dont je vous parlais au début. Voilà, du coup il y aura pas mal d'événements à ce sujet-là. Au niveau du groupe textile et rituel, là on revient d'une visite à Binge en Belgique, où au musée du Masque et du Carnaval, il y avait une exposition qui s'appelait Textile et rituel, où on a passé une semaine dans le musée à avoir accès à l'exposition en libre service. C'était incroyable. Et là du coup on va commencer à travailler, à se réunir autour du linceul, de faire des résidences là-dessus et certainement d'autres suites. Moi, en parallèle de l'école, je continue aussi individuellement à chercher sur ces histoires d'objets rituels et de comment l'espace de mon atelier, qui est au centre d'un bourg, peut rencontrer en fait ses habitants qui habitent là. Et c'est pas une évidence en fait quand on fait de la performance ou de l'installation de pouvoir échanger et que les gens aient une compréhension de quelles sont mes journées, à comment je m'occupe, enfin comment je travaille, comment je m'occupe. Et pour moi, il y a une vraie clé à cet endroit des objets rituels. Et l'année dernière, j'ai été amenée à fabriquer notamment 2 linceuls pour des fins. Et ça a été une expérience assez incroyable pour moi au niveau de l'expérience artistique que c'était de réaliser un objet qui avait en fait vocation à être brûlé ou inhumé. Donc avec des enjeux artistiques complètement décalés pour moi de ce que peut être la monstration, de s'inscrire dans une histoire de l'art, de s'inscrire dans un milieu de diffusion aussi de ces réseaux-là. Et du coup, là, de me retrouver à accueillir en atelier les familles, à choisir avec eux des tissus, quels symboles ils veulent mettre dessus, être vraiment au service tout en ayant conscience que j'ai un savoir-faire en fait à valoriser et qui est bienvenu à ce moment-là. Donc j'ai réalisé ces 2 objets et j'ai vraiment envie de continuer à chercher comment faire savoir que je peux proposer cet accompagnement, à chercher comment ne pas faire reposer sur les familles un enjeu économique fort. Parce qu'en général, c'est un travail qui se fait dans l'urgence. En fait, il y a un décès et dans les 3-4 jours, il faut avoir réalisé un objet. Donc c'est une session de 8h à 23h toutes les nuits. Mais du coup, il y a aussi une solidarité qui se crée en fait, autour de cette expérience où des gens font à manger, comme n'importe quel moment de célébration, quoi. Voilà, j'ai envie de continuer ça et j'ai envie de continuer aussi à faire des objets, pas forcément pour des décès, quoi. Qu'il y a plein d'autres moments de passage à célébrer. J'ai accompagné une personne qui avait fait, c'est encore une histoire de décès, mais de fausse couche.
Et je suis en lien avec un groupe qui s'appelle le groupe SIPSI, qui est un groupe de soutien psychologique sur la montagne Limousine. Et du coup, je suis un espace relais pour des personnes en souffrance psychologique qui ont envie de passer du temps à avoir une pratique manuelle, plastique. Et du coup, il y a l'idée que je les reçoive à l'atelier et j'ai fait en sorte que cet espace soit un peu polyvalent et puisse proposer à la fois de la céramique, du textile en tout genre. Bon, c'est quand même très textile mon espace. Mais... Voilà, donc moi je suis pas mal en question sur comment être inscrite dans un territoire, comment être au service d'une population, tout en continuant d'avoir une pratique dite plus professionnelle et traditionnelle du milieu de l'art, aussi pour des questions économiques. J'ai donc fini par passer quand même mon DENSEP et être diplômée en 2022. Et ça a été le début de mon travail plus de performance, où j'ai enfin réussi à manipuler et à porter mes masques et mes costumes. Et j'ai proposé du coup pour mon DENSEP ce qui a été le début de la performance Vire sur Volt. Donc Vire sur Volt, c'est un enchaînement de scénettes un peu disparates, un peu cabaret, parce que c'est vraiment en lien avec l'histoire du développement de cette pratique pour moi. En fait, au tout début, ça a été une soirée qui était organisée chez moi où il y avait plusieurs groupes de musique et c'était que des gars, que des hommes qui jouaient encore de la musique et ça m'a mis en colère. Et j'étais là, je ne voulais pas que ce soit une soirée où ce soit encore que des hommes qui aient cet espace scénique. Et je suis allée à mon atelier et j'ai pris des costumes et j'ai sorti un texte que j'ai lu en faisant du hula hoop. Et ça a été le début de Vire sur Vol, qui est la première scène du coup d'un texte qui est lu en hula hoop. Après, se sont enchaînés du coup toute une évolution de costumes, avec aussi des moments en lien avec l'alimentation, la dégustation. Et en fait, cette performance, elle a eu plein de formes cette dernière année, suivant les événements, suivant le public auquel c'était proposé. Et les actualités aussi, je m'amusais à rajouter des scénettes, enlever des scénettes, écrire des textes suivant mes envies et les hommages et tout ça. Il y a toujours un rapport quand même avec, je fais quand même appel souvent à certains gestes symboliques qu'on connaît de certains rituels, de trinquer à la santé d'eux ou d'allumer une bougie. En créant souvent quand même des espaces un peu immersifs visuellement. Et j'ai beaucoup créé de toupies qui ont servi à faire beaucoup de vœux. Et du coup, ça ressemble souvent à une installation d'objets que je viens du coup activer les unes après les autres. Et à la fin, ça ressemble un peu à un lendemain de fête, quoi. Tout est un peu en vrac au sol. Ça, c'est des images de mon DENSEP. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'images de suite que ça a donné. À la fin de ce DENSEP, j'ai eu la chance d'avoir une proposition par le biais des résidences Coup de pouce du Cirque de Nexon qui m'a invité à faire une création pour le pôle national, enfin pour leur festival qui s'appelle Multipiste. Et ils m'ont proposé de travailler avec une des artistes associées qui s'appelle Julia Christ. Et j'ai créé du coup Parade, qui est un projet d'exploration autour des parades nuptiales et des parades martiales. Ça se construit un petit peu comme Vire sur Volt. Moi, je le vis un peu comme une continuité de ça, dans le sens où c'est aussi une évolution de costumes et de petites scénettes qui mélangent du chant, de la dégustation, du mouvement, de la danse. Et donc, c'est principalement, en fait, c'est un épouvantail, qui est fabriqué de tous mes costumes que je viens dépecer et dont je m'habille au fur et à mesure. Je jouerai cette performance ici le 29 novembre à l'occasion des rencontres de Astre. J'ai par ailleurs développé j'ai découvert et je pratique les danses de tournoiement qui sont connues un peu par le biais des derviches tourneurs et j'évoquais tout à l'heure le fait de peut-être proposer des petits ateliers de ça sur la fin de ma résidence si ça vous intéresse. Voilà, à la suite du festival Multipiste, j'ai été invitée au festival Perform dans le Médoc,
C'est les photos de cette représentation-là. Voilà. Donc c'est un peu la fin de... nous sommes arrivés au mois d'août de cette année. Et me voilà en résidence ici pour commencer un nouveau projet qui s'appelle pour le moment le Jardin des Délices, qui est un travail autour aussi de l'installation et de la nourriture à partir de coloquintes séchés.